Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes désolés pour les 4 minutes de retard. On avait des petits problèmes techniques. Donc, soyez les bienvenus. Donc, Nicoletta Vladu, spécialiste prévention risque chimique, et ensemble avec mon homologue Ludovic Bouteloup, nous allons animer aujourd'hui ce webinaire sur le risque chimique dans l'usinage mécanique. Donc, on va tout d'abord vous parler des effets sur la santé des fluides de coupe. Et dans la deuxième partie, on va vous parler des actions possibles pour la protection de vos salariés. N'hésitez pas, si suite à ce webinaire, vous pensez avoir toujours besoin de l'aide pour mettre en place la prévention pour votre activité usinage mécanique, n'hésitez pas de faire une demande d'accompagnement au médecin du travail. Il pourra vous mettre en contact avec les équipes des préventeurs qui peuvent vous accompagner dans cette démarche. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit aparté sur l'utilisation de l'outil GoToWebinar. Donc, si vous avez des difficultés de son, vous avez deux options. Donc, soit vous basculez sur l'audio ordinateur, donc c'est la première version, soit sinon vous basculez sur la version appel téléphonique. Et si malgré ces petites essais techniques, vous êtes toujours en difficulté, ben, fermez votre session et redémarrez. Si les problèmes techniques persistent, ben, n'hésitez pas, vous nous les notez donc dans la section questions du webinaire, du votre tableau de bord. Donc vous avez un petit tableau de bord. Et il y a notre collègue Claire Parotin qui assure l'assistance technique aujourd'hui, qui va essayer donc du coup de vous aider de résoudre ces problèmes techniques. Cet onglet questions, vous pouvez l'utiliser aussi pour poser vos questions en lien avec l'usinage, donc tout le long du webinaire. Et avec Ludovic, on va répondre à ces questions à fur et à mesure. Donc, on a prévu, Ludovic, je pense, 2 sessions questions-réponses pendant le webinaire. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Eh bien, on peut se lancer. Ah oui, dernière chose, si vous souhaitez agrandir ou diminuer la fenêtre pour mieux visualiser le diaporama, vous avez un petit curseur en haut. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, comme ça vous ajustez aux dimensions qui vous convient au mieux. Ben, on est parti. Donc, au niveau des objectifs de cette session, ça va être tout d'abord de connaître les dangers liés à l'utilisation des fluides de coupe, qu'ils soient neufs ou en cours d'utilisation. Donc ça, c'est des notions qu'on verra tout à l'heure. D'être en capacité de choisir les moyens les plus adaptés pour protéger les salariés, pour également les sensibiliser aux risques liés aux fluides de coupe, et enfin les informer sur l'utilisation et l'entretien correct des protections collectives et individuelles. Et en dernier lieu, on vous présentera des interlocuteurs qui peuvent vous accompagner dans vos démarches de prévention. Pour remplir ces objectifs, donc au niveau du programme, on a tout d'abord une introduction sur les fluides de coupe, puis on verra l'exposition des salariés, les dangers pour la santé avec les effets possibles et l'identification de ces dangers, la prévention des risques avec la suppression-réduction des émissions et la protection collective et individuelle. Et enfin, on finira par les aides possibles, qu'elles soient financières, techniques et documentaires. Tous les conseils et informations qu'on va vous donner, ça concerne toutes les techniques, toutes les machines d'usinage, que ce soit des machines un peu plus traditionnelles, conventionnelles, avec généralement un peu plus de réglages à faire, ou alors des machines modernes comme des commandes numériques, avec un capotage, avec une aspiration. Donc on va commencer tout de suite avec une introduction sur les fluides de coupe. Leur rôle, c'est tout d'abord de lubrifier pour réduire les frottements entre l'outil et la matière. Et également de refroidir l'outil pour évacuer l'outil et la pièce, pour évacuer la chaleur qui va être émise pendant la friction. Et ce qui permet tout ça d'augmenter d'une part la durée de vie des outils, mais aussi d'améliorer la qualité produit. Et enfin, le dernier rôle des fluides de coupe, ça va être de rincer pour évacuer mécaniquement les copeaux et les particules métalliques qui sont produits lors de l'usinage.
Dans l'activité d'usinage mécanique, généralement, on peut utiliser deux grandes familles de fluides de coupe. La première famille, c'est celle des huiles entières. Et la deuxième, ce sont les fluides à queue. Donc, les fluides entières, qu'on appelle aussi fluides pleines, sont principalement donc utilisés pour leurs propriétés lubrifiantes. Ce sont des produits chimiques que vous allez acheter et utiliser tels quels dans vos machines d'usinage. On distingue trois types d'huile entière que vous pouvez utiliser. Les premières sont les huiles minérales, qui sont des huiles issues de la distillation du pétrole. On peut avoir les huiles synthétiques, qui sont des produits chimiques issus de l'industrie chimique, ne sont rien d'autre que des hydrocarbures de synthèse. Et la troisième typologie, c'est plutôt la nouvelle génération, ce sont les huiles végétales, des huiles de colza, de soja, de tournesol. Et ce qui est intéressant, c'est que nos adhérents, donc les entreprises d'usinage, peuvent être amenés aussi à utiliser parfois des mélanges de ces trois types d'huiles entières. Les huiles entières, en plus de ces huiles minérales synthétiques ou végétales, contient aussi de ce qu'on appelle des additifs, donc sont des produits chimiques qui sont rajoutés en très faible quantité pour conférer des propriétés particulières aux huiles entières. Et le plus souvent, sont des produits qui vont inhiber la corrosion ou qui vont donner des propriétés anti-usure plus importantes ou qui vont modifier la viscosité, donc l'onctuosité des huiles entières. La deuxième famille de fluides de coupe qu'on rencontre dans les entreprises d'usinage sont les fluides à queue, qui ont comme principale utilisation, comme principal rôle, le rôle de refroidir. Et vous allez comprendre pourquoi. Et c'est parce qu'on les utilise, en fait, ces produits, on les utilise dilués dans l'eau, généralement entre 2 et 10% de fluide à queue dilué dans l'eau. Et au final, c'est l'eau qui va avoir cette propriété de refroidissement. On distingue deux types de fluides à queue. Donc, le premier type, donc, c'est tout ce qui est émulsion ou microémulsion. Donc, ce sont des dispersions des fluides, des gouttelettes d'huile dans l'eau. Les gouttelettes peuvent être plus ou moins grandes, c'est pour ça qu'on parle d'émulsion ou de microémulsion. Et la deuxième typologie de fluide à queue qu'on peut rencontrer sont ce qu'on appelle les solutions homogènes. C'est-à-dire, on va acheter le fluide, on va le mélanger à l'eau et ce fluide va complètement se dissoudre dans l'eau. Comme les huiles entières, les fluides à queue peuvent contenir du coup des émulgateurs, c'est ce qu'on ajoute pour les émulsions et microémulsions pour stabiliser les gouttelettes d'huile dans l'eau, mais on a aussi plein d'autres additifs qui vont avoir soit un rôle antibactérien, soit un rôle anti-mousse, soit en inhibition de la corrosion. Donc, on est toujours sur la notion de mélange. Donc, par la suite, on va s'intéresser donc aux sources de contamination. Donc, de quelle manière vos salariés peuvent être contaminés par les fluides de coupe. Et la première source de contamination, celle que vous connaissez sans doute le mieux, c'est la contamination par contact avec les pièces souillées, les pièces contaminées par les fluides de coupe ou contact avec les outils contaminés par les fluides de coupe au moment où le salarié va devoir régler la machine. Après, la deuxième source de contamination, qui est moins facile à comprendre, c'est l'exposition, la contamination du salarié par le brouillard de fluide de coupe. Donc, quand on parle de brouillard, en fait, on parle d'aérosol. L'aérosol, c'est quoi? L'aérosol, c'est un mélange de gaz et des particules. Dans le cas des fluides de coupe, les particules peuvent être à la fois des particules liquides, donc de micro-gouttelettes de liquide, mais on peut avoir aussi des particules métalliques qui vont être piégées, donc des fragments de métaux qu'on usine, qui vont être piégés dans les particules liquides. Après, vous pouvez vous poser la question, mais comment ça se fait qu'on a de la vapeur? Comment on peut arriver à former de la vapeur lors de l'opération de l'usinage? En fait, ce qui se passe, pendant l'usinage, vous projetez le fluide de coupe à grande vitesse. Vous le projetez au point de contact, donc entre la pièce
et l'outil d'usinage. Ce point de contact, il est très chaud parce qu'il y a du frottement et donc le fluide, quand il rentre en contact avec cette zone qui peut être chauffée jusqu'à 600 degrés Celsius, bon, le liquide va de manière instantanée se vaporiser. Donc, on va se retrouver avec de la vapeur dans l'air. Ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de cette vapeur, quand elle va rentrer en contact avec l'air ambiant qui est beaucoup plus froid, donc une partie de la vapeur va se condenser presque de manière instantanée et on a donc à nouveau formation de micro-gouttelettes de liquide. Donc, ce brouillard d'huile, donc particules métalliques, particules liquides et vapeur de fluide de coupe, peuvent persister dans l'air ambiant, donc si on n'a pas une ventilation, plusieurs heures. Donc, ça veut dire que pendant plusieurs heures, le salarié va inhaler ce brouillard. En plus, au moment où il va ouvrir sa machine, le brouillard va entrer en contact avec son visage. Quand il va mettre les mains dans la machine, le brouillard, pareil, va rentrer en contact avec ses bras, avec ses mains. Donc, tout ce brouillard est inhalé et ce qui se passe, c'est que la partie gaz va voyager très loin dans les voies respiratoires, donc va arriver jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Et au niveau des alvéoles pulmonaires, en fonction de la nature chimique de ces vapeurs, donc peuvent créer des irritations ou peuvent carrément passer directement dans le sang et après le polluant peut se déplacer très loin dans l'organisme, peut affecter d'autres organes. Par rapport aux particules, donc liquides et solides, qu'est-ce qui se passe au niveau des voies respiratoires? Donc, les particules les plus grandes vont être retenues au niveau des fosses nasales, donc des voies respiratoires supérieures, mais il y a tous les particules les plus fines peuvent voyager loin dans le tractus respiratoire à arriver jusqu'à, encore une fois, aux alvéoles pulmonaires. Et là, en fonction de la solubilité de ces particules et en fonction de leurs propriétés physico-chimiques, on peut soit avoir des effets, encore une fois, d'irritation, d'inflammation, mais les particules, les produits chimiques peuvent, encore une fois, passer les barrières cellulaires et voyager plus loin dans l'organisme. Une autre voie de contamination qu'il ne faut pas négliger, c'est la contamination par ingestion. Donc, quand on va inhaler une grande quantité de brouillard, une partie de ces polluants va se retrouver dans la salive et au moment de la déglutition, bien évidemment, ces produits chimiques vont être ingérés. La contamination par ingestion, elle est possible aussi si le salarié va manger, boire, fumer sans se laver les mains et le visage en amont, parce qu'il y aura un transfert accidentel depuis les mains ou depuis les lèvres avec les aliments. Donc, en termes de contamination, il faut penser contamination par inhalation, contamination par contact cutané et contamination par ingestion. En ce qui concerne la contamination par inhalation, on va le voir ensemble qu'il y a des valeurs limites d'exposition pour les fluides de coupe à ne pas dépasser. Donc, on a une valeur seuil de 0,5 mg par mètre cube. C'est une recommandation, donc ce n'est pas une valeur d'exposition professionnelle réglementaire. Et elle est valable à la fois pour les fluides de coupe entière que pour les fluides de coupe de type fluide à queue. Par contre, ces valeurs limites ne garantissent pas le respect de ces valeurs limites d'exposition professionnelle ne garantissent pas la bonne santé des salariés. C'est d'autant plus le cas si les fluides de coupe vont avoir ce qu'on appelle un caractère cancérogène, et on va le voir ensemble plus loin dans la présentation. Dans le cas où votre fluide de coupe a un caractère cancérogène, dans ce cas-là, il ne faut pas seulement respecter la valeur seuil, il faut mettre en place tous les moyens techniquement possibles pour réduire l'exposition du salarié au plus près de zéro. Et autre chose à retenir, c'est que votre fluide de coupe, et ça aussi on va le voir ensemble plus loin dans la présentation, c'est un mélange complexe dont la composition évolue à fur et à mesure que vous l'utilisez. Et donc il va s'enrichir dans des substances
composantes qui, elles, à leur tour, ils ont des valeurs limites d'exposition professionnelle. Ça peut être, par exemple, le cas des HAP, donc qui peuvent être générés dans les fluides de coupe. Donc, les HAP, ils ont une valeur limite d'exposition spécifique. Ça peut être le cas des métaux. Donc, on parlait tout à l'heure d'enrichissement de ces fluides de coupe dans des métaux. Donc, les métaux ont des valeurs limites d'exposition spécifiques aussi, donc qu'il faudra respecter. On vous a mis une liste, le lien vers la liste exhaustive des valeurs limites d'exposition professionnelle définies dans la réglementation française. Donc, n'hésitez pas à les consulter une fois que vous allez comprendre la composition de vos fluides de coupe. Allez vérifier quelles sont les substances pour lesquelles vous devez vérifier le respect de ces VLP. Par la suite, on vous a mis plusieurs exemples des valeurs limites d'exposition professionnelle pour les fluides de coupe qui sont définis dans d'autres pays. C'était juste pour vous permettre de comparer. On ne va pas rentrer dans les détails, on vous laisse découvrir les informations de vos côtés. Et on va continuer avec la dangerosité des produits pour la santé. Donc, je laisse la parole. Au niveau des dangers pour la santé, donc on va distinguer les produits neufs, donc que vous achetez, pour lesquels il y aura des FDS, des fiches de données de sécurité, et les produits en cours d'utilisation, pour lesquels il y a, comme l'a dit Nicoletta, une évolution de la composition et donc une évolution de la dangerosité. Les effets sur la santé seront différents selon le type de fluide de coupe utilisé et aussi selon l'utilisation, selon les conditions de température, les métaux qui entrent en jeu. Donc on va commencer par les produits neufs, donc ceux que vous achetez pour lesquels vous avez des fiches de données de sécurité. Pour les huiles entières, il peut y avoir présence de HAP, donc d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, dans les huiles minérales qui vont être insuffisamment raffinées. Alors ça, c'est de plus en plus rare, mais également insuffisamment régénérées. Il faut savoir que l'INRS, donc l'Institut national de recherche et de sécurité, a fait des études il y a quelques années et a établi que la méthode de classification de l'Union européenne des huiles ne prend pas en compte, sous-estime le caractère CMR puisqu'elle ne prend pas en compte la présence de HAP. Au niveau des HAP, on retrouve le principal traceur qui est composé majoritaire, c'est le benzoapyrène, qui lui est classé cancérogène avéré, mutagène avéré et toxique pour la reproduction avéré. Et ce n'est pas le seul HAP qui est classé CMR. Ensuite, au niveau des fluides aqueux, on a la présence de biocides qui vont avoir une action sur les bactéries qui peuvent proliférer dans ce type de fluide. On a en premier lieu le formaldéhyde, alors qui lui est interdit depuis 2010 en tant que biocide. Par contre, on a des substances qui, dans certaines conditions de température, de pH et aussi de durée de contact, peuvent libérer du formaldéhyde. Ce formaldéhyde, il peut entraîner des affections cutanées et respiratoires, des irritations, des allergies, même de l'asthme, ce qui peut entraîner parfois des inaptitudes des salariés, puisque si mon salarié, dès qu'il arrive à son poste de travail, déclenche une crise d'asthme, il va pas pouvoir continuer son métier. Le formaldéhyde est également classé comme cancérogène avéré et mutagène suspecté par la réglementation européenne. En deuxième type de biocide qu'on peut retrouver, ce sont les thiazolinones, qui elles sont des sensibilisants cutanés. Le dernier type de substance qu'on retrouve dans les fluides aqueux neufs, c'est l'acide borique. Alors l'acide borique, il est interdit depuis 2010 en tant que biocide. Par contre, on le retrouve toujours dans les fluides aqueux comme inhibiteur de corrosion. Et cet acide borique, il est classé par l'Union européenne comme toxique pour la reproduction avérée, pour la fertilité et pour le développement du fœtus. Donc ça concerne hommes et femmes. Et c'est également un perturbateur endocrinien avéré. Alors les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est un danger émergent. Ça veut dire qu'on connaît certains effets sur la santé actuellement par des études, mais il n'y a pas encore assez d'études pour avoir l'étendue de la dangerosité de ce type de substances. Donc ce sont des substances ou des mélanges qui vont altérer les fonctions du système endocrinien et donc peuvent induire des effets néfastes chez un organisme intact ou chez sa progéniture.
Et selon le moment de l'exposition dans la vie du salarié, eh bien l'impact sur sa santé va être différent. Et les impacts les plus importants qu'on a relevés actuellement, c'est notamment sur la période de grossesse chez les femmes. Et faut savoir, par exemple, à la Gémetra, on a sur les postes d'usinage pur, on a un peu plus de 2% de femmes. Donc c'est vraiment une problématique à prendre en compte. Et également, la période de puberté est une tranche de vie où il y a des effets très importants. Et là, on va plutôt penser aux apprentis, aux alternants, aux stagiaires dont ils sont nombreux sur ce type de poste. Les effets sont différents selon les substances. Il peut y avoir des perturbations thyroïdiennes, du diabète, des altérations des fonctions de reproduction, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, et des cancers hormonodépendants. Le problème des perturbateurs endocriniens, outre le fait qu'on en retrouve un peu partout, c'est qu'ils ne suivent pas le même schéma que les autres. Les autres produits, généralement, suivent des courbes dites monotones. Plus on va augmenter la dose à laquelle on est exposé, plus l'effet sur la santé sera important. Eh bien, les perturbateurs endocriniens ont un fonctionnement différent, qui suivent des courbes dites non monotones, ce qui fait que, par exemple, si je suis exposé donc de façon répétée à des faibles doses comme le A qui est inférieur à B, eh bien, l'effet sur ma santé au bout d'un certain nombre d'expositions sera plus important sur ma santé. Si je continue maintenant toujours sur les produits neufs, quel que soit le type de fluide, il peut y avoir présence d'huiles minérales et synthétiques, et ce type d'huile peuvent entraîner des affections cutanées, donc des dermites, des eczémas, mais également des affections cancéreuses. Et ça concerne surtout les huiles peu régénérées. Enfin, il peut y avoir également de plus en plus la présence de nanoparticules. On a par exemple de l'argent, des oxydes d'aluminium, de zirconium, qui vont apporter différentes propriétés. Et par exemple, certaines peuvent augmenter les propriétés de lubrification et de refroidissement, d'autres peuvent réduire les forces de coupe nécessaires, d'autres réduire l'usure des outils. Et le problème des nanoparticules, de la même sorte que les perturbateurs endocriniens, c'est que c'est un risque émergent encore mal étudié. Les nanoparticules, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des particules qui ont des dimensions inférieures à 100 nanomètres. Et en fait, leur inhalation peut conduire à des effets inflammatoires. Et on a mis en évidence que ces particules, elles peuvent passer les barrières biologiques. Ça veut dire qu'une fois inhalées, si elles vont aller jusqu'aux alvéoles pulmonaires, puisqu'elles font partie des particules les plus fines, donc qui vont aller jusqu'aux alvéoles, et à partir de là, peuvent migrer à travers les barrières biologiques, passer dans le sang, et ensuite, migrer vers des cibles. Et par exemple, on sait qu'il peut y avoir des effets cardiovasculaires, ou alors des nanoparticules qui vont entrer dans les fosses nasales, peuvent migrer à travers les barrières biologiques et entraîner des effets neurologiques. Donc maintenant qu'on a vu les dangers sur la santé, donc des produits achetés, on va maintenant voir les produits en cours d'utilisation. Les fluides de coupe, soit-il huile entière, soit-il fluide à queue, à fur et à mesure qu'on les utilise, donc on va les soumettre à un certain stress, donc leur composition va évoluer. Ils vont s'enrichir dans des nouvelles substances chimiques et ces substances chimiques vont venir avec une dangerosité supplémentaire. C'est pour ça que dans cette partie du webinaire, on va beaucoup parler de l'importance justement de mettre en place un suivi de fluide de coupe. Et on va beaucoup parler aussi de certificats des matières, des métaux que vous allez usiner. Donc, on va vous encourager systématiquement à les réclamer auprès de vos fournisseurs pour du coup essayer à comprendre en quoi la composition de vos fluides de coupe peut s'enrichir. Et on va commencer par les huiles entières et ce qui a été constaté, parce que les huiles entières sont utilisées depuis très 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 longtemps, il y a beaucoup des études qui sont réalisées sur ces huiles et qui ont mis en évidence qu'à fur et à mesure qu'on les utilise, ils peuvent s'enrichir en HAP, donc c'est des hydrocarbures aromatiques polycycliques,
Comme le disait Ludovic tout à l'heure, les HAP sont des composés qui peuvent être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Et généralement, cet enrichissement en HAP se produit au moment où l'huile entière est soumise à un grand stress au point de contact entre la pièce à usiner et les outils d'usinage. Donc, on peut avoir, par exemple, des températures à ce point de contact qui sont très élevées. Donc, on peut dépasser les 600 degrés, ce qui va, du coup, produire un dégagement de fumée. Donc, ça, c'est une alerte visuelle pour vous, comme quoi il risque d'avoir formation des HAP. Une autre alerte, c'est si la température de votre fluide de coupe dans le bain est légèrement plus élevée que ce qu'elle préconisait par le fournisseur. Et une autre alerte, ça peut être, voilà, si les copeaux changent de couleur, ils virent plutôt vers la couleur rouge. Donc ça, c'est un signe que votre huile entière est en train de s'enrichir en HAP. Deuxième source de pollution et source de danger supplémentaire de vos fluides entiers, c'est l'enrichissement en particules métalliques. Il s'agit des particules micrométriques ou même nanométriques qui vont être issues soit des pièces que vous usinez, soit même des outils d'usinage. Et certains de ces particules peuvent avoir des affections cutanées du style allergie, irritation, mais on peut avoir même des effets cancérogènes, notamment si on parle si vous usinez des métaux à base de cobalt, de chrome, de beryllium ou de plomb. C'est pour ça que c'est utile de demander les certificats matières des alliages que vous usinez pour pouvoir regarder est-ce que vous avez du cobalt, est-ce que vous avez du chrome, est-ce que vous avez du beryllium. Et d'ailleurs, c'est important de le signaler au médecin du travail parce que du coup, le médecin du travail va prendre conscience que vos fluides de coupe vont avoir un potentiel caractère cancérogène et le suivi médical des salariés ne va pas être le même. En ce qui concerne les fluides aqueux peuvent elles aussi s'enrichir en particules métalliques de la même manière que les fluides entiers. Et en plus de s'enrichir en particules métalliques, ils peuvent s'enrichir même en ce qu'on appelle métaux solubilisés, c'est-à-dire une partie des microparticules des métaux qui vont se retrouver à flotter un peu dans vos fluides aqueux. Une partie de ces métaux vont réagir avec le fluide aqueux et ils vont se transformer dans des composés solubles. Et ces métaux, soit-ils solubilisés, soit-ils sous forme de particules, ils ont les mêmes effets sur la santé que dans le cas des huiles entières, c'est-à-dire irritation, allergie cutanée ou effet cancérogène. Les fluides aqueux peuvent également s'enrichir en bactéries. Donc, on peut avoir un développement de bactéries et des champignons qui sont du coup des pathogènes qui peuvent causer des irritations cutanées ou même des affections respiratoires du type asthme ou bronchite. Le développement de ces bactéries est favorisé par les fuites des huiles dites étrangères que vous pouvez avoir dans votre bain d'usinage, donc soit des fuites des huiles hydrauliques de votre machine, soit les huiles de lubrification des différents mécanismes de vos machines d'usinage. Et à chaque fois qu'on a un développement de bactéries, le pH va être modifié. On va beaucoup virer vers un pH acide. Donc justement, l'évolution du pH, ça peut être une alerte pour vous, comme quoi que vous avez un développement de bactéries dans vos fluides aqueux. Les fluides aqueux peuvent également s'enrichir dans d'autres composés dangereux qu'on appelle couramment donc les nitrosamines. Donc les nitrosamines sont des produits, des substances qui vont se former in situ dans votre fluide aqueux par réaction entre les amines qui se trouvent dans le produit de départ. Donc c'est ce qui nous explique. Donc dans la composition des fluides aqueux, on peut avoir des amines qui vont réagir avec ce qu'on appelle des agents nitrosants. Les agents nitrosants peuvent être divers. Dans le cas de vos entreprises, ça peut être des oxydes d'azote, des acides nitreux ou des nitrites. Les nitrites peuvent se former à partir des nitrates que vous pouvez avoir dans l'eau de dilution que vous utilisez.
Après, tout ce qui est oxyde d'azote ou euh, peuvent provenir de toute opération, par exemple, de soudage. Donc, si dans le même atelier, vous avez des activités de soudage et des activités d'usinage et l'atelier n'est pas muni d'une ventilation mécanique générale, bah, une partie des oxydes d'azote qui sont générés pendant l'activité de soudage vont venir se solubiliser dans vos bains d'usinage et réagir avec les amines et ainsi créer des nitrosamines. Une autre source d'oxyde d'azote peuvent être les gaz d'échappement. Donc, si vous avez beaucoup des chariots de manutention qui fonctionnent à gaz, par exemple, ou diesel, lors de leur fonctionnement, vous allez générer d'oxyde d'azote dans l'air ambiant. Et ce qui est embêtant, c'est que ces nitrosamines peuvent avoir des effets d'irritation sur la peau, ou même certains types de nitrosamines peuvent avoir un caractère cancérogène. Par la suite, donc si on veut faire un résumé, on peut conclure qu'en termes d'effets sur la santé, les fluides de coupe peuvent causer des pathologies non cancéreuses et des pathologies cancéreuses. En ce qui concerne les effets non cancérigènes, on est beaucoup sur des effets cutanés, donc tout ce qui est dermatite irritatif ou même des allergies cutanées. Dans pas mal des cas, ces allergies cutanées sont reconnues comme maladies professionnelles. On peut avoir beaucoup d'affections respiratoires, pareil de type allergie, asthme. Encore une fois, ces pathologies sont souvent reconnues comme maladies professionnelles. Donc, la reconnaissance d'une telle maladie professionnelle peut avoir aussi un impact économique sur votre entreprise. On peut avoir des effets perturbateurs endocriniens ou même des effets cardiovasculaires ou neurologiques à cause des nanoparticules, telles que Ludovic nous l'a expliqué tout à l'heure. Et en ce qui concerne les pathologies cancéreuses, très souvent, nos adhérents pensent que seulement les huiles entières peuvent causer des cancers parce que ce sont des huiles qui ont été beaucoup étudiées. Donc, il y a beaucoup de publications en termes des effets sur la santé. Donc, on peut avoir des cancers du rectum, du larynx, de la vessie. Mais sachez que les fluides aqueux aussi peuvent causer des cancers. C'est vrai que les études qui existent sont moins nombreuses que les études sur les huiles entières, mais les preuves existent. Donc, on peut avoir, par exemple, le cancer du pancréas, on peut avoir des cancers cutanés ou cancer de l'œsophage qui peuvent être causés par les fluides aqueux. Et après, vous avez des typologies de cancers qui peuvent être causées à la fois par les huiles entières et à la fois par les fluides aqueux. Maintenant qu'on vous a bien fait peur avec les dangers, on va voir comment vous pouvez protéger vos salariés. Voilà, donc on va voir tout ce qui est prévention. Donc d'une part, suppression, réduction des émissions, choisir un fluide de coupe moins dangereux, le suivi des fluides de coupe, la protection collective, individuelle, l'hygiène au poste et enfin la sensibilisation, information des salariés. Il n'y a pas de solution universelle et miracle. Comme il y a énormément de techniques, énormément de types de produits, il va falloir piocher par-ci par-là, selon votre utilisation et votre activité, des solutions pour mettre en place toute la prévention du risque chimique pour protéger vos salariés. Donc on va commencer avec la suppression-réduction des émissions. Donc choisir un procédé qui va être moins émissif. Donc là, tout d'abord, il existe l'usinage à sec. Donc là, on va supprimer l'utilisation du fluide de coupe, donc forcément pas d'aérosol. Il y a des études qui ont prouvé que ça pouvait réduire les coûts directs et indirects de 7 à 15% sur la durée d'utilisation de la machine. Par contre, en contrepartie, on va avoir une émission de poussière métallique et un échauffement de la zone de coupe. Le deuxième type de procédé qui existe, c'est la micro-lubrification par pulvérisation localisée. Là, en fait, on va injecter la dose minimale de fluide de coupe sur la zone de coupe, ce qui permet d'avoir déjà une réduction des aérosols qui vont être générés. Alors après, cette méthode, elle est possible pour certaines techniques comme le fraisage, perçage. Par contre, pour des coupes à forte contrainte, ce sera pas possible. Donc évidemment, mettre en place ce type de technique, c'est complexe, ça demande des études relativement poussées.
et parfois des investissements. Mais c'est bien d'avoir ces techniques en tête. Et puis le jour où vous avez une nouvelle activité ou alors vous investissez dans une nouvelle machine, bah, d'étudier est-ce que ça c'est possible et dans quelles conditions. Et comme ça, eh bien, voilà, ça vous permet, vous pourrez peut-être mettre ces techniques en place. Ensuite, on va passer au choix du fluide de coupe. Donc là, comme on l'a vu, il y a dans les produits neufs déjà, on peut faire un choix pour avoir un produit qui va être moins dangereux. Donc déjà, si on a une huile entière, on peut choisir une huile sévèrement raffinée. Donc avec la CARSAT recommande un taux de HAP inférieur à 30 microgrammes par kilo. Donc bien sûr, il ne faut pas doser uniquement le benzoapyrène, il faut doser l'ensemble des HAP, puisque ce n'est pas le seul CMR. Toujours sur les huiles minérales, on peut essayer de privilégier le choix d'une huile végétale. Euh, Elles ont la particularité de ne pas former d'HAP et en plus, généralement, elles ne sont pas classées comme dangereuses par la réglementation européenne. Ensuite, pour les fluides aqueux, c'est de choisir une eau de dilution qui va être pauvre en nitrate. Donc là, le but, c'est de ne pas produire de nitrosamine. Alors la limite de l'eau potable, c'est 50 mg par litre, donc on sera toujours en dessous. Par contre, si vous n'utilisez pas de l'eau potable, bah, du coup, vérifiez que vous êtes bien sous ce taux également. Puisque si c'est une eau pauvre en nitrate, il y aura peu de nitrite formé et du coup peu de nitrosamine. Ensuite, pour les carbures métalliques qui contiennent du cobalt, là, il va falloir utiliser un fluide qui ne dissout pas le cobalt. Donc, il y a par exemple des amines, des EDTA qui favorisent la formation de complexes qui vont solubiliser le cobalt. Et le cobalt, lui, c'est un allergisant et également une substance cancérogène. On peut également abaisser la concentration du fluide jusqu'à 1% au lieu de 5-6% habituellement. Le tout là, c'est de consulter votre fournisseur si vous utilisez vous usinez ce type de carbure, et comme ça, vous aurez un fluide qui sera spécifique à cette activité. Ensuite, toujours sur les fluides aqueux, on peut choisir un fluide avec un pH modéré de 8 à 9,5, ce qui permettra de diminuer le caractère irritant de ce fluide. Bien sûr, il faut respecter, si votre fournisseur il dit que c'est un peu plus ou un peu moins, il faut respecter quand même les conditions d'utilisation préconisées par le fournisseur. Et enfin, substituer les bactéricides, donc les biocides, par des bactériostatiques qui, eux, au lieu d'éliminer les bactéries, vont plutôt avoir un effet de stase, mettre en stase les bactéries, et généralement, ils sont classés moins dangereux. Donc sur le choix des fluides de coupe, voilà, vous allez devoir éviter les perturbateurs endocriniens, les nanoparticules, les allergisants, les CMR, donc cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, les libérateurs de formaldéhyde, les amines, donc pour éviter la formation de nitrosamine, les parfums qui sont généralement allergisants, et l'acide borique. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver dans les fiches de données de sécurité de vos fluides, donc notamment dans les rubriques 2 et 3. Mais nous, du coup, comme c'est assez difficile de tout avoir de façon exhaustive, on vous met à disposition un outil qui va vous aider au choix du fluide de coupe. Alors, je vais vous présenter juste après. En fait, cet outil va vous permettre d'avoir une analyse critique des fiches de données de sécurité et de mettre en évidence la dangerosité de vos fluides. Et il vous sera utile, par exemple, si vous devez établir un cahier des charges pour choisir un nouveau fluide de coupe. Eh bien, auprès de votre fournisseur, vous allez lui donner des critères de qualité produit. Ça, forcément, de toute façon, c'est le premier critère principal à choisir, mais également des critères de dangerosité. Par exemple, vous pouvez lui dire, je ne veux pas de perturbateurs endocriniens, pas de substances CMR, pas d'allergisants. Et ensuite, lui, eh bien, va vous envoyer plusieurs FDS, plusieurs types de produits que vous allez pouvoir rentrer dans notre outil et vous allez pouvoir choisir comme ça le moins dangereux. Après, si vous n'avez pas le choix de choisir un produit qui aura quelques dangers, eh bien au moins vous le saurez et du coup vous pourrez mettre en place la prévention adéquate. Donc pour tester l'outil, je vais prendre une fiche de données de sécurité. Donc là ici c'est une huile soluble synthétique, donc c'est un fluide aqueux. Et donc je vais aller, donc les rubriques qui vont m'intéresser, c'est la rubrique 2, d'identification des dangers, dans lequel j'ai mes mentions de danger. Donc j'ai la mention EUH 208,
qui contient une substance qui provoque une réaction allergique, et H318 qui peut provoquer des lésions des yeux. Donc ça, je vais ouvrir mon outil. Donc c'est un outil Excel, un fichier Excel avec une première partie sur l'utilisation, donc le demandeur, la nature du produit, l'atelier où il va être utilisé. Mais ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, c'est d'une part la dangerosité du produit en lui-même. Donc là, c'est ce que je viens de regarder, donc rubrique 2 de la FDS, et là, je vais me noter EUH 208 et H318. Voilà. Je vais compléter donc avec un espace entre les deux. On vous a mis un petit exemple sur le côté. Et ensuite, on va regarder la composition, donc les substances composantes. Alors là, ce sont des données que j'ai déjà complétées, mais on les retrouve dans la rubrique 3 de la FDS, toujours, généralement sous forme de tableau, avec chaque substance composante qui va être identifiée par un numéro CAS. Ce numéro CAS, c'est le plus important à noter dans notre tableau. C'est un peu le numéro de sécu de la substance. La substance, elle peut avoir plusieurs noms. Par exemple, l'éthanol, on appelle ça aussi l'alcool éthylique. Voilà, il peut y avoir plusieurs noms, mais par contre, tous ces noms sont toujours rapprochés d'un numéro CAS. Donc, c'est ce numéro CAS qui va nous servir. On notera également les mentions de danger, donc de la substance à l'état pur, et également sa concentration. Donc si je reviens sur mon outil, voilà, donc on peut noter, alors si vous voulez, ça marche souvent par copier-coller, vous pouvez noter le nom de la substance, c'est pas obligé. Par contre, il faudra toujours noter son numéro CAS, sa mention de danger à l'état pur, et ensuite sa concentration maximale possible. Et vous voyez, dans la concentration, c'est souvent des fourchettes comme ça, parce que pour des raisons de confidentialité de composition. Donc quand c'est strictement inférieur à 10, je vais noter 9,9. Et si ça avait été inférieur ou égal à 10, j'aurais noté 10. Après, ça c'est des règles qu'on vous a mis dans les commentaires. Si jamais vous vous en souvenez pas, comme ça vous saurez. Donc une fois que j'ai noté toutes mes infos, j'ai toute la partie en grisé qui va se remplir automatiquement. Par exemple, si j'efface mon numéro CAS, vous voyez, j'ai un petit truc qui est parti. Donc ça se remplit automatiquement et du coup, je vais avoir si ma substance est perturbatrice endocrinienne, donc avérée ou suspectée. Je vais avoir si ma substance est classée par le Centre international de recherche sur le cancer. Donc le CIRC, en fait, il va travailler sur des substances différentes de l'Union européenne. Et généralement, une substance qui est classée comme cancérogène par le CIRC le sera au bout de quelques années par l'Union européenne. Généralement, l'Union européenne, elle se cale toujours dessus sur les décisions au bout de peu de temps. Ça permet d'anticiper des classifications qui peuvent arriver sur des produits. Ensuite, on a un repère sur est-ce que la substance peut exister à l'état de nanoparticules. Si c'est le cas, s'il y a un petit critère qui s'affiche, vous pouvez aller dans l'onglet, il y a un mail type nano, et là on vous a mis un petit mail à envoyer, donc en remplaçant les critères en rouge, en envoyant ça à votre fournisseur, et lui ensuite va vous envoyer une réponse sur est-ce qu'il y a des nanoparticules ou pas dans votre produit. Alors ça arrive assez souvent que la réponse soit un peu floue, du coup n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin de conseils sur l'interprétation de ces données. Ensuite, vous avez des colonnes sur est-ce que ma substance est un sensibilisant respiratoire ou cutané. Et enfin, est-ce que ma substance peut libérer du formaldéhyde. Voilà, donc vous avez tout ça qui s'affiche automatiquement. Et ensuite, en bas du tableau, on a déjà un récap sur le niveau de danger. Donc les niveaux de danger sont classés entre 1 et 5. Donc 1 c'est sans danger, 5 c'est un danger critique. Donc ça c'est en prenant en compte les mentions de danger. Donc on vous a mis un onglet avec les mentions de danger et leur cotation à chacune, pour si vous voulez vous référer. Et donc à chaque fois on va compléter ces trois colonnes, ces trois cases. Donc est-ce que le produit contient un perturbateur endocrinien? Donc là oui, il y a mon acide borique. Donc je vais classer comme PE1. Et là on voit que ça a modifié automatiquement ma classification. Parce qu'il y en a un qui est classé par le CIRC. Donc là non. Pour la classification du CIRC, on tient compte des concentrations. C'est pour ça que c'est important de les noter.
il faut qu'il y ait au moins 0,1% de cette substance qui est classée cirque 1 ou cirque 2A pour que tout mon mélange soit classé cirque 1 ou 2A. Et c'est 1% pour cirque 2B. Et enfin, est-ce qu'il contient des nanoparticules? Oui ou non? Eh bien là, c'est selon la réponse que vous aura donnée votre fournisseur. Vous pourrez répondre si une des substances est signalée ici. Là, ici, moi, j'en ai aucune qui est signalée, donc c'est non. Hop. Et donc, ça me donne déjà une classification de danger qui est 4 sur 5 sur toutes les voies d'exposition. Et on a ensuite des alertes sur, il contient un perturbateur endocrinien, un libérateur de formaldéhyde, un sensibilisant. Voilà, donc en fait, si ce produit, il est top niveau qualité et que vous trouvez pas mieux chez les autres fournisseurs, et ben au moins vous savez qu'il y a toutes ces substances à l'intérieur et du coup vous pouvez mettre en place toute la protection nécessaire et également le suivi de vos fluides puisqu'on l'a vu la composition évolue et du coup il y aura un suivi à mettre en place et ça c'est Nicoletta qui va vous en parler juste maintenant. Hop. Donc, nous espérons qu'avec l'outil que Ludovic vient de vous présenter, vous allez vous débrouiller à choisir un fluide de coupe, donc produit neuf, qui n'est pas trop dangereux. Mais ça va pas être suffisant. Vous pouvez pas vous arrêter là. Il faudra, en fonction de type de fluide de coupe que vous utilisez, en fonction des métaux que vous usinez, il faudra mettre en place ce qu'on appelle un suivi de fluide de coupe pour surveiller plusieurs paramètres. Et on va les voir ensemble. Quels sont ces paramètres? La surveillance de ces paramètres peut être faite en laboratoire. Dans ce cas-là, vous allez faire des prélèvements de vos bancs de fluide de coupe et les envoyer au laboratoire qui vont vous faire des analyses et vous transmettre le rapport d'analyse. Pour vous aider dans cette démarche, donc la collaboration avec les laboratoires, on va vous transmettre par mail à l'issue de ce webinaire une liste indicative des laboratoires que vous pouvez solliciter. Nous, on vous conseille de contacter plusieurs, faire plusieurs devis et faire votre choix en comparant les différents laboratoires. Cette surveillance des paramètres, vous pouvez la faire aussi, vous, en direct, dans vos ateliers, en utilisant de ce qu'on appelle nous des kits d'analyse, donc soit des bandelettes colorimétriques, soit des papiers pH ou un pH mètre, un réfractomètre. Pareil, pour vous aider dans cette démarche, on vous transmettra par mail un liste indicatif des kits que vous pouvez utiliser et des fournisseurs potentiels. À vous de faire le choix. On ne vous cache pas que le suivi de ces paramètres directement dans l'atelier, ce n'est pas toujours simple, c'est une démarche assez complexe, il faut de la rigueur, il faut disposer des ressources humaines pour justement mettre en place des procédures, faire les tests, rédiger les résultats, suivre les résultats. Nous, généralement, ce qu'on voit chez nos adhérents, c'est que ceux qui arrivent à faire ces analyses directement dans leurs ateliers, ils sont dans une organisation, un partage de tâches entre le responsable HSE ou le chargé de mission HSE, le responsable de maintenance ou le responsable de l'atelier usinage. Donc, il faut collaborer, il faut se partager le travail et il faut être rigoureux. L'intérêt de suivre ces paramètres, c'est de détecter quand est-ce que vous approchez des valeurs seuil, des valeurs à ne pas dépasser. Et à ce moment-là, il faut réagir tout de suite. Donc, soit vous videz vos bains, vous nettoyez les bains et vous remplacez les bains par un fluide d'usinage, tout neuf, tout fraîchement préparé. Ou sinon, nous, on a constaté, il y a des adhérents qui préfèrent aussi seulement vider une partie du bain et rajouter du produit neuf. Donc, ça va être à vous de réagir et choisir la solution qui vous semble la plus adaptée dans votre cas. Maintenant, pour voir ensemble quels sont les paramètres, donc je disais tout à l'heure que en fonction du type de fluide de coupe, on aura des paramètres différents. Donc, pour les huiles entières, le premier contrôle qu'on peut faire, c'est un contrôle visuel de l'état général de l'huile entière.
et voir, voilà, est-ce qu'il y a des dégagements des fumées, est-ce que le fluide de coupe est légèrement plus chaud que ce qui préconise le fournisseur, est-ce qu'il y a un changement de couleur des copeaux. Ben, tous ces éléments sont des alertes pour vous, comme quoi il y a une forte possibilité d'avoir un enrichissement en HAP, donc composé cancérogène. Dans ce cas-là, on vous encourage de mettre en place un suivi, un dosage de ces HAP. Il faut faire appel à un laboratoire et il ne faut pas dépasser, du coup, dans le fluide de coupe, des taux de 100 microgrammes de benzoapyrène par kilogramme de fluide entier. Pour les fluides à queue, on va voir qu'on a plusieurs paramètres qu'on peut surveiller, mais déjà le premier contrôle qu'on peut faire, c'est comme pour les huiles entières, c'est un contrôle visuel. Regardez l'état général des fluides à queue. Est-ce qu'il y a des odeurs désagréables? Si oui, c'est preuve qu'on a un développement de bactéries. Est-ce que l'aspect a changé? Il faut savoir que le fluide à queue doit être clair si vous travaillez avec des huiles homogènes, donc des huiles solubles dans l'eau, ou sinon l'aspect doit être laiteux si vous travaillez avec des fluides à queue du type émulsion ou micro-émulsion. Vous devez rester vigilant aussi, voir est-ce que vous avez des huiles étrangères en surface de votre bain, parce que du coup, la présence de ces huiles va conduire implicitement au développement des bactéries. Donc, si vous détectez tous ces signaux et vous dites j'ai un risque de développement des bactéries, bah derrière, les contrôles que vous pouvez mettre en place, c'est soit un contrôle de pH avec des pH mètres ou du papier pH. Vous pouvez mettre en place aussi un contrôle à l'aide d'un réfractomètre, un contrôle de la composition du taux de fluide dans l'eau, parce que si vous avez des bactéries, ces bactéries vont venir manger, consommer votre produit actif en fait. Et vous pouvez aussi faire directement des dosages des micro-organismes. Donc, il y a des seuils à ne pas dépasser, un taux de présence de bactéries et des champignons. Donc, avec ça, on a passé en revue un peu les paramètres à contrôler pour voir est-ce que vous avez ou pas des bactéries dans un seuil inquiétant. Après, il y a deux contrôles que vous pouvez faire, donc par rapport à la teneur en nitrite de vos fluides à queue et par rapport à la teneur en nitrate, donc qualité dans l'eau de diffusion que vous utilisez. Et ce sont des paramètres qui, s'ils ne sont pas dépassés, ils vous garantissent que vous n'allez pas avoir de la formation des nitrosamines dans un taux inquiétant dans votre fluide de coupe. Et pour vous rappeler, les nitrosamines peuvent être cancérogènes ou irritantes cutanées. Après, si vous avez vous faites de l'usinage des métaux, vous demandez les certificats matières. Si vous vous rendez compte que vous avez du nickel, du cobalt, du plomb, du beryllium, il est souhaitable de mettre en place aussi un suivi, un dosage de ces métaux dans les fluides de coupe. On est généralement sur des réponses présence ou absence de ces métaux solubilisés dans les fluides de coupe. Il y a seulement pour le cobalt une valeur seuil qui est définie et qu'il ne faut pas dépasser. Et ces dosages des métaux, vous pouvez les faire soit en laboratoire, soit avec des bandelettes colorimétriques. Et le deuxième paramètre que vous pouvez suivre, et nous on vous encourage vivement de le faire, notamment si vous suspectez que vous avez des libérateurs de formaldéhyde dans vos fluides de coupe, donc c'est le dosage de formaldéhyde. Et là, pareil, on est sur une réponse présence-absence. Donc on vous rappelle que la formaldéhyde, même en très très faible doses, peuvent créer des allergies cutanées, respiratoires et peut avoir aussi un effet cancérogène. Donc, mettez en place un suivi de vos fluides de coupe. Ça vous permet de maîtriser l'évolution de la dangerosité de vos produits en cours d'utilisation. Donc maintenant, on va passer à la protection collective pour laquelle il existe plusieurs techniques qu'on va passer en revue. Tout d'abord, c'est la filtration et la décantation. Donc ça marche pour tous les types de fluides et le but, ça va être d'éliminer les copeaux et les particules métalliques qui vont s'accumuler. Donc les plus fines vont toujours rester quand même en suspension dans le fluide de coupe, mais ça permet d'éliminer quand même une bonne partie. Donc ce sont des choses à faire fonctionner en continu. Donc pour la décantation, eh bien là en fait les particules vont se déposer au fond du bain. Et donc ça, on va récupérer ces bouts et puis par des verres, on va récupérer un fluide propre.
Et ensuite, tout ce qui est filtration. Après, là, il existe plusieurs techniques, des séparateurs à bande, plutôt magnétiques, même centrifuges. Après, voilà, il y a plein de technologies qui existent. Ça permet, le fluide va passer à travers la bande et donc cette bande va récupérer les contaminants et on aura un fluide épuré et donc propre pour être réinjecté ensuite dans le centre d'usinage. Ensuite, uniquement pour les fluides aqueux, donc pour lesquels il peut y avoir contamination, par exemple par des huiles hydrauliques, des huiles de glissière, ce qui va entraîner des proliférations bactériennes. Pour éviter ça, on peut installer des déshuileurs. Il en existe des fixes, il en existe des mobiles, selon si on veut équiper l'ensemble du parc des machines. Dans l'idéal, faire fonctionner en continu. Et ensuite, pareil, plusieurs technologies. Il y a les filtres à bande, par exemple. Donc là, en fait, il y a une bande en verre qui va tourner en continu. Et par capillarité, mon huile va se fixer dessus et être récupérée dans un bac à part. Il y a également des filtres à coalescence. Donc en fait, là, j'ai mon fluide de coupe à queue souillé par des particules d'huile. Déjà, il va y avoir un système de décantation qui permet de récupérer les bouts. Et ensuite, mon filtre à coalescence va concentrer les gouttelettes entre elles pour faire des plus grosses gouttes d'huile. Et ensuite, par effet de densité, l'huile va aller à la surface et on va la récupérer par un dévers. Et donc, avant de réinjecter mon fluide de coupe dans la machine, je vais récupérer au fond de ce bac où mon fluide sera propre. Ensuite, toujours sur les fluides aqueux, pour la prolifération bactérienne, on peut installer un système UV qui a l'avantage de ne pas faire de modifications physico-chimiques. Donc en fait, le système est assez simple. On fait passer le fluide dans une gouttière et sous l'action d'UV, les bactéries vont être éliminées. Ensuite, toujours sur la protection collective, on peut mettre en place des systèmes de ventilation à la source. Donc déjà une cartérisation. Donc on met une enceinte autour de notre machine et on capte par un système d'aspiration juste au niveau du point d'usinage. Pour installer ce type de matériel, il faut déjà faire appel à des prestataires ou fournisseurs qui sont spécialisés dans le captage des brouillards d'huile et également référencés par la CARSAT. Donc on vous enverra la liste de ceux référencés par la CARSAT Rhône-Alpes. C'est une liste de fournisseurs qui, ont été agréés par la CARSAT et du coup ont une prestation qui répond à tous les critères réglementaires dont vous avez besoin. Par exemple, vous aurez besoin à la fin d'installation de récupérer tout un tas de documents et de données pour constituer votre dossier d'installation. Toujours sur la ventilation, on peut mettre en place également des pistolets ou soufflettes aspirantes. Donc ça évite l'utilisation des soufflettes classiques qui vont remettre tout en suspension. Et il faut savoir que les particules les plus fines, par exemple les nanos, vont mettre plusieurs heures à se redéposer ensuite au sol. Donc le but c'est d'aspirer ça, donc soit en raccordant au réseau d'aspiration, soit en mettant des sacs de récupération des poussières, en faisant bien sûr attention au choix du matériau de ce sac, puisque pour retenir les poussières les plus fines, il faudra des mailles resserrées. Ça, on vous conseille de vous rapprocher des fournisseurs, voir si ces équipements sont adaptés à votre activité. Et donc pour finir sur la ventilation, il y a enfin la ventilation mécanique générale. Donc elle est utilisée pour compléter les aspirations à la source, puisque tout ce qui va s'être échappé des captages localisés va être en présence dans l'atelier et donc ça va pouvoir éliminer ce brouillard résiduel. La conception, bien sûr, elle est différente selon les ateliers. Il faudra être vigilant à ce que l'apport d'air soit suffisant par rapport à l'air extrait. Il faudra faire également au transport des polluants qu'il n'y ait pas de flux important d'air qui transporte des polluants vers la zone de travail de mes salariés. Également, il faudra faire attention sur tout ce qui est traitement, filtration avant rejet extérieur. Et enfin, réaliser les contrôles périodiques obligatoires sur les installations, que ce soit pour de la ventilation mécanique générale, mais aussi pour les captages à la source. Il y a un contrôle périodique annuel
qui est obligatoire. Et puis ensuite, il y a également la maintenance de ces installations, puisque comme tout équipement, il faut qu'il y ait un entretien. Malheureusement, on ne peut pas tout maîtriser à l'aide des protections collectives. Donc, dans certains cas, vous allez être amené à compléter avec des protections individuelles. Et on va tout d'abord parler de tout ce qui est vêtements de travail. On sait très bien que c'est assez difficile dans votre domaine d'activité de faire porter aux salariés des vêtements couvrants, donc qui couvrent entièrement les bras. Nous, on vous encourage vivement de contacter. Il y a des fournisseurs de vêtements de travail qui peuvent proposer donc des matériaux différents pour l'été et pour l'hiver. Pour l'été, vous pouvez utiliser des matériaux qui sont un peu plus respirables. La protection des bras, des avant-bras, c'est très important dans ce domaine d'activité parce qu'on l'a vu ensemble. Le brouillard d'huile peut contenir des agents cancérogènes. Nous avons vu qu'on peut avoir, dans certains cas, de cancer de la peau. Le brouillard d'huile peut contenir des agents chimiques sensibilisants, allergisants. Donc, c'est important de protéger les salariés. Si vous ne trouvez pas des vêtements couvrant, vous pouvez opter par éventuellement des manchettes de protection qui peuvent être portées en complément d'un t-shirt. Si vous avez des machines d'usinage traditionnelles, donc qui ne sont pas capotées, ou des machines d'usinage où la vitesse de rotation elle est très importante et que malgré la caractérisation au moment de l'ouverture, il y a une projection importante de brouillard d'huile. Dans ce cas-là, nous, on vous encourage, en plus des vêtements de travail, de mettre à la disposition des salariés un tablier. N'oubliez pas d'alerter vos salariés sur la nécessité justement de changer ces vêtements de travail le plus souvent possible dès qu'ils sont humides parce qu'avec le brouillard d'huile, on peut les humidifier assez rapidement. Donc du coup, vous, de votre côté, en tant qu'employeur, vous devez vous assurer que vous mettez à la disposition des salariés un nombre suffisant des vêtements de travail. C'est à vous aussi de prendre en charge le nettoyage de ces vêtements de travail. Donc, on vous rappelle que c'est interdit de faire nettoyer les vêtements de travail par ces salariés à leur maison. Donc, vous devez prendre en charge ce nettoyage. La deuxième protection, le deuxième équipement de protection individuelle dont on voulait vous parler avec Ludovic, ce sont les gants. Parce que nous, on se rend compte que c'est un aspect qui est souvent négligé dans le domaine de l'usinage mécanique parce que les employeurs pensent seulement à la protection mécanique. Donc, s'ils mettent à disposition des gants, ils vont mettre à disposition seulement des gants qui ont la petite sigle protection mécanique, mais sans avoir la protection chimique. Donc, nous, on vous conseille de choisir des gants qui ont les deux pictogrammes. Partez plutôt sur des gants qui ont une induction nitrile totale, donc à la fois donc en entier sur la partie supérieure de la main. Bannir l'induction latex parce que le latex a une très mauvaise résistance aux produits chimiques, donc y compris les huiles. Et en plus, le latex peut causer des allergies cutanées. Nous, le conseil qu'on donne à nos adhérents, c'est de ne jamais choisir tout seul dans son coin les gants pour les salariés. Il faut les impliquer dans la démarche de choix des gants. Il faut leur proposer plusieurs modèles. Déjà, il faut faire un état des lieux avec les salariés sur les contraintes au poste. Mettre en place comme une fiche d'évaluation. Donc là, on va vous transmettre un exemple. Une fiche d'évaluation où les salariés vont être en capacité d'évaluer plusieurs paramètres, dextérité, confort. Et donc, vous leur mettez à disposition plusieurs types de gants, ils vont tester, ils vont évaluer et à la fin, vous faites votre choix sur des éléments factuels et de cette manière-là, les salariés vont pas pouvoir vous reprocher les gants que vous nous mettez à disposition ne sont pas adaptés, c'est pour ça qu'on les porte pas. En plus de la protection cutanée, au poste d'usinage, il ne faut pas négliger non plus la protection oculaire. Donc là, la protection oculaire, elle est à choisir en fonction de risque au poste. Donc, est-ce que vous êtes plutôt sur des risques de projection des gouttelettes, des grandes gouttelettes et des projections importantes de liquide. Et dans ce cas-là, vous allez partir plutôt vers des visières. Ou est-ce que vous êtes plutôt sur exposition à un brouillard, donc micro-gouttelettes. Et dans ce
ce cas-là, les lunettes de protection avec les protections latérales peuvent être suffisantes. Pareil, faites faire tester les lunettes par les salariés. C'est très important à ce qu'ils soient pas trop lourds, à ce qu'ils aient des bonnes fixations. Donc, quand ils vont pencher la tête, par exemple, pour récupérer une pièce dans la machine, il faut s'assurer que les lunettes ne tombent pas. Et il faut aussi choisir des matériaux qui résistent bien aux rayures, surtout dans votre domaine d'activité. Parce que si c'est pour acheter des lunettes qui, au bout de 2 semaines, ils vont être complètement rayées, on vous assure, vos salariés, ils vont pas les porter. Sensibiliser aussi les salariés sur l'entretien de ces lunettes, préconiser le lavage régulier à l'eau et au savon. Vous mettez à disposition des lingettes humides. Ce nettoyage est important dans votre domaine d'activité parce que le brouillard auquel les salariés vont être exposés, donc sont assez gras, donc ils vont contaminer les lunettes et ce qui va faire que les salariés vont finir par ne pas les porter. La dernière protection individuelle dont on voulait vous parler avec Ludovic, ce sont les protections respiratoires et les masques. On vous alerte sur le fait que c'est vraiment une solution de dernier recours. Donc, c'est en attendant plutôt de mettre en place une aspiration à la source. Nous, on vous les préconise. C'est vraiment si vous avez des machines qui ont des vitesses de rotation importantes ou la machine elle est pas caractérisée. On vous alerte sur le fait que donc nous on vous propose d'utiliser plutôt des demi-masques de type FFP, donc FFP2 ou FFP3. Attention, dans cette période Covid, il faut pas utiliser les masques FFP avec valve, avec soupape, parce que du coup vous avez plus la protection Covid. Et on voulait vous alerter sur le fait que ce type de pays ne peut pas être porté en continu par le salarié pour des durées qui dépassent 30 ou 45 minutes, donc sans pause. Et c'est d'autant plus le cas si vos salariés font un travail assez physique. Donc la durée de port va être encore plus courte. Donc si vous êtes amené quand même à mettre en place ce type de pays, apprenez à vos salariés comment faire le test d'étanchéité. Donc, ça serait qu'ils l'ont bien positionné. Donc, on vous a mis le lien vers une fiche de sensibilisation ici. Et il faut les sensibiliser aussi sur le stockage correct de ces masques. Et il faut les aider aussi à comprendre quand est-ce qu'ils doivent les changer, ces types de protection individuelle. Donc au niveau de l'hygiène au poste, les règles sont assez simples et je dirais même élémentaires dans le contexte actuel sanitaire dans lequel on est. Donc se laver les mains systématiquement avant de manger, boire et fumer. Ça c'est afin d'éviter le contact indirect main-bouche et donc entraîner un risque par ingestion. Ne pas consommer, stocker de nourriture ou boisson au poste. Donc là c'est la même problématique. Et également ne pas manger en tenue de travail. Si possible, se doucher en fin de poste. Alors après toutes ces règles, eh bien pour les respecter, il faut mettre à disposition des salariés des moyens. Si le point d'eau pour se laver les mains est à l'autre bout de l'usine, le salarié il va pas y aller à chaque fois. Du coup, soit prévoir des points fixes ou des points mobiles. Après, il existe un peu de toutes sortes, avec du savon et de l'essuie-tout. Pareil, des espaces de pause et réfectoire, et puis des vestiaires avec douche de préférence. Au niveau sensibilisation et information des salariés, il faut intégrer la problématique des fluides de coupe dans votre livret d'accueil, si vous en avez un. Vous pouvez également établir des notices de poste. Donc, on vous a mis 2 documents de l'INRS dont vous trouverez ce modèle de fiche de poste, dans lequel il faut indiquer les phases de travail et les risques associés, les mesures de prévention, les consignes de sécurité, les règles d'hygiène à respecter et enfin les mesures d'urgence et les dispositifs de premier secours. Ensuite, il faut sensibiliser vos salariés. Donc nous, après, on vous a mis un recyclage annuel, mais après, là, c'est à vous de déterminer la périodicité. Où vous pouvez sensibiliser vos salariés sur les effets sur la santé de vos fluides de coupe que vous utilisez, comment utiliser votre protection collective et qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs si y a un dysfonctionnement, comment utiliser vos EPI, où les stocker, comment les entretenir, où les récupérer. Voilà, toutes ces infos, vous pouvez les donner à vos salariés. On va passer maintenant aux aides.
Donc les aides financières de la CARSAT. Donc la CARSAT, elle met en place des contrats de prévention, des conventions nationales d'objectifs, donc des CNO. Ce sont des contrats qui sont établis sur 3 ans pour des entreprises de moins de 200 salariés et qui permettent de financer pas mal de choses, du matériel, de la formation, sur plusieurs risques. Il faut qu'il y ait le risque chimique, par exemple, mais également d'autres risques. Les financements, ils vont jusqu'à 70 000 euros. Donc ça représente à peu près 70% des investissements. Donc c'est quand même des financements très importants. On vous a mis le lien vers la page sur Amélie, mais on vous envoie également un fichier, un fichier Excel, donc avec déjà où trouver votre code risque, parce que ça fonctionne avec votre code risque. Sur tous les documents que vous avez en lien avec l'assurance maladie risque pro, vous avez un petit encart en haut avec le code risque. Donc là, par exemple, 275 EB. C'est toujours 3 chiffres et 2 lettres. Dans l'onglet principal, vous avez la liste de toutes les CNO qui existent, donc mise à jour en mars, qui existent avec le libellé, la date d'expiration et le code risque. Et là, par exemple, vous pouvez faire un filtre parce qu'il peut y avoir plusieurs CNO pour votre code risque. Donc là, je vais taper par exemple celui de 275 EB. Hop. Donc là, pour cette entreprise, eh bien, il y a une seule CNO. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur le lien et ça vous ouvre du coup la CNO directement. Et dans ce document, vous pouvez retrouver tous les risques qui sont pris en charge. Donc par exemple ici, il y a l'ergonomie avec les troubles musculo-squelettiques, il y a le risque chimique, il y a le bruit, et ensuite des exemples de moyens de prévention qui sont financés. Donc là, pour l'ergonomie, pour les risques chimiques avec la ventilation par exemple, mais il y a aussi le bruit, les chutes. Voilà, ça vous permet d'avoir des financements sur beaucoup de risques différents. Voilà, donc là, pour établir ce contrat avec la CARSAT, il y a quand même un petit peu de paperasse, mais ça vaut quand même pas mal le coup parce que les financements sont très importants. Enfin, on vous a mis donc tous les documents et outils d'aide. Donc, on vous enverra aujourd'hui les 4 documents en pièces jointes avec le support de sensibilité d'aujourd'hui. Et vous avez également plein de liens vers notamment des documents INRS ou de la CARSAT. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Du coup, on a fini avec la présentation. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez nous poser des questions et on essaiera d'y répondre. Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez démarrer vos micros et poser votre question à l'oral. Sinon, vous pouvez l'écrire dans l'onglet questions. Donc, je viens d'activer le choix pour chaque participant. Donc, vous pouvez, vous tout seul, rallumer vos micros et poser vos questions. Et s'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on a été très clair. Et on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide dans l'accompagnement pour la prévention de votre risque usinage, vous pouvez à tout moment faire une demande d'intervention auprès de votre médecin. Il va vous mettre en contact avec un conseiller en prévention ou un de nos spécialistes chimiques. L'accompagnement, il est gratuit, donc il est pris en charge dans votre cotisation habituelle, donc il n'y a pas de frais supplémentaires. On vous transmettra après le webinaire donc le support, les documents d'aide, le lien pour le replay, donc vous pouvez revoir à tout moment ce webinaire, et on vous enverra aussi un petit questionnaire pour évaluer ce webinaire. Ça va nous permettre à nous de l'améliorer. Donc, on vous remercie d'avance de vos réponses pour ce questionnaire. Eh bien, s'il n'y a pas des questions d'usinage, on vous dit bon après-midi, bon appétit et merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.